pouvez vous installer au fond là-bas, il y a des petites bouteilles d'eau sous les chaises. Vous pouvez voir, vous avez le chat. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez un petit chat en bas à droite. Et voilà, Mina, Laurie, voilà. Il y a des habitués qui savent comment ça marche le chat et tout. Super. Juste pour vous rappeler en une phrase que Together vous aide à trouver facilement des réceptifs exceptionnels et d'excellente qualité, comme Florian de Terrabalca, qui me racontait il y a 5 minutes qu'en fait, il est un peu en vacances sur la côte, mais qu'il a pris du temps pour bosser. Donc il fait quand même son webinaire. Il pourra vous raconter là où il est probablement. Sonia, vous n'avez pas de son. Si vous n'avez pas de son, il faut que soit vous régliez les paramètres de votre ordinateur, souvent c'est ça, et si ce n'est pas ça, il faut rafraîchir la page de votre ordinateur, et parfois ça se solutionne. Voilà. Vous pourrez poser vos questions à la fin, on les affichera sur l'écran, et voilà, on vous enverra de toute façon le replay, la présentation du webinaire et les contacts de Terabalca à la fin. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent webinaire et je laisse la main à Florian. Merci Thomas. Bonjour à tous. Donc je suis Florian de Terabalca, le cofondateur et co-gérant de l'agence de Terra en Slovénie, en Croatie et au Monténégro. Donc nous sommes basés à Zagreb et je suis ravi de vous présenter un webinaire en une expérience par profil de voyageur et par pays. Donc, on a déterminé 5 profils que je vous expliquerai tout à l'heure. Il y en a d'autres, mais on a axé sur 5 profils sur 3 pays. Donc, on aura une quinzaine d'expériences à vous présenter. On va faire une présentation très rapide de l'agence parce qu'il y en a plusieurs qui nous connaissent et puis on a fait un webinaire sur l'Europe avec Terra España et Terra Portugal il y a 15 jours, donc vous avez pu déjà voir un petit peu des infos. Mais voilà, donc là, je vous rappelle notre présence sur les réseaux, Instagram, Facebook et LinkedIn. Comme ça, vous pouvez nous suivre et suivre un petit peu les aventures. Et puis, notre site Internet qui a été mis à jour dernièrement, où il y a beaucoup de collections de voyages et d'exemples de voyages sur les 3 pays. Donc voilà, Terabalca a été créé en 2017. Nous travaillons sur ces 3 pays, Slovénie, Croatie, Monténégro. Et là, on voit un petit peu l'équipe. Donc, ça vous permet de mettre des visages sur les noms. Donc, il y a d'abord Nicolas, Myriam, qui est cofondatrice et co-gérante aussi, Salomé, Florian, moi, Camille et Lada. Voilà, on est une équipe de 6 sur le bureau à Zagreb et ça nous permet de travailler sur les 3 pays avec une présence géographique assez pertinente puisque Zagreb se trouve vraiment très proche de la Slovénie. On est évidemment très bien placé pour explorer la Croatie et puis le Monténégro n'est pas très loin. Donc pour nos atouts, voilà, vous avez la liste un petit peu de nos atouts et les choses qui font que Terabalca est un bon réceptif, mais on peut vraiment, j'axerais sur plus l'approche personnalisée. Ça c'est important auprès de nos clients, partenaires, agences de voyage. On a vraiment une approche personnalisée pour chaque dossier et on essaie d'en savoir plus. C'est pour ça qu'on est curieux à chaque fois qu'on a une demande pour avoir le plus d'informations possible, parce que sur ces 3 pays, les possibilités de voyage sont complètement différentes et vraiment on a besoin d'en apprendre le plus sur le rythme de chaque voyageur, l'âge des enfants, ce qu'aime ou n'aime pas faire le client par habitude. Voilà, le type d'activité aussi. Donc, on essaie d'avoir le plus d'informations pour personnaliser le voyage. J'insisterai aussi sur les documents de voyage. On propose des documents de voyage très complets et assez interactifs avec des carnets de voyage qui sont sous forme de liens et qui donnent accès à des roadbooks et des cartes aussi GPS et Google Maps. Donc ça, c'est bien quand on est en autotour. Et puis évidemment, sur la connaissance du pays et des 3 pays, des 3 destinations, puisqu'on passe pas mal de temps à l'année à bien visiter les hôtels, à revoir les guides, à dénicher des nouvelles activités. Donc voilà, ce sont parmi nos atouts, ce sont un petit peu les 3 les plus importants. On propose évidemment des voyages soit en privé,
soit en autotour, donc soit avec chauffeur, soit avec un véhicule de location. Et après, on propose vraiment différentes thématiques de voyage sur les 3 pays. Évidemment, il y en a qui sont plus adaptés à certaines thématiques. Donc, on peut proposer des croisières, soit en petits groupes avec une vingtaine de cabines ou en privé, par exemple, avec un skipper sur un voilier. On propose des voyages outdoor, des belles randonnées ou des treks itinérants, ou tout simplement une seule activité outdoor dans un voyage un peu plus classique aussi. Des séjours d'observation de la faune, puisque les 3 pays, et notamment la Slovénie et la Croatie, ont une faune sauvage assez fournie, notamment un ours brun qu'on peut observer sur la Slovénie de manière assez insolite. Et puis pas mal de réserves aussi d'oiseaux pour les gens qui sont un petit peu intéressés par cette thématique. Sur toute la côte croate et côte adriatique, on peut proposer vraiment des séjours orientés sur l'histoire et l'architecture. Et puis, évidemment, les thématiques comme la gastronomie, l'œnologie, le bien-être, la relaxation. Et puis, sur l'hiver, il y a des spots qui sont très sympas pour tout ce qui est activité hivernale. Et puis, autour des marchés de Noël, donc des festivités autour de Noël, notamment autour de Ljubljana et Zagreb. Donc, voilà la présentation très succincte de ce qu'on peut proposer. Et on va rentrer dans le vif du sujet en vous proposant des catégories d'expérience et des catégories orientées sur un peu 5 profils. Donc, on a déterminé, il y a plein d'autres profils, mais on va vraiment axer sur ces 5-là. Donc, on vous propose des expériences avec des familles avec jeunes enfants. Donc, vraiment, que ce soit des enfants de 2 à 4-5 ans, on peut proposer des activités très sympas et adaptées à leur rythme. On va aussi proposer des activités et des séjours sur les familles avec ados. Donc voilà. On a aussi, on a déterminé un profil type couple et voire lune de miel. Un profil couple actif, donc un peu plus type randonnée, qui est intéressé par du séjour plus itinérant et puis pas mal un petit peu d'activité outdoor, mais vraiment assez légère. Et puis un couple type voyage d'exception, luxe, avec des hébergements haut de gamme. Donc ça, ce sont les 5 types qu'on va retrouver sur chacun des pays. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais vous proposer une expérience ou un spot par profil. Donc on va commencer par le Monténégro. Voilà, donc là vous trouvez la carte du Monténégro, qui est un petit pays coincé entre la Croatie, la Bosnie. Donc la Croatie se trouve ici, avec Dubrovnik, puisque Dubrovnik se trouve même à 3/4 d'heure du Monténégro, et donc est un point d'accès pour le Monténégro. On a la Bosnie qui se trouve ici, et on va avoir l'Albanie de ce côté-là. Le Monténégro est un pays qui fait du nord au sud 200 km, qui est un pays très contrasté, où on va passer d'un paysage à l'autre très rapidement. Donc ça a vraiment l'avantage de pouvoir voir beaucoup de choses en peu de kilomètres et en peu de temps. Donc, on va retrouver ces 5 types d'activités orientées sur nos 5 profils. Sur d'abord le nord du Monténégro est la partie la plus naturelle avec pas mal de parcs nationaux. Donc, on aura les 2 premières activités, les 2 premiers profils ici. Et ensuite, on va basculer sur la côte adriatique, les Bouches de Kotor ici, numéro 5, et le parc national de Skadar. Donc, on va direction le nord du Monténégro, dans le parc national du Durmitor, pour une famille avec des petits-enfants. Le parc national du Durmitor est vraiment idéal pour un séjour tranquille, posé à son rythme, avec des très belles montagnes. Le lac Noir, qui est vraiment le spot un petit peu magique du Durmitor, où il est possible en fait de faire des randonnées de 2 heures autour du lac. C'est vraiment un paysage incroyable. Hein. C'est vraiment ce type de paysage avec beaucoup de forêts, des sommets assez impressionnants autour, et puis des activités comme voilà la baignade, les locations de barques ou de canoë-kayak. Et voilà, avec des enfants, c'est très plaisant. On peut se baigner en été autour du lac. Il y a plein de petites plages. C'est un lac qui est accessible depuis la ville de Zabiak. Vraiment, on peut y accéder à pied. On peut venir aussi en poussette avec des petits enfants. On accède aux plages assez rapidement. Pour faire le tour du lac Noir,
Il faut par contre prendre un siège, un sac à dos pour les enfants. Mais c'est une balade qui est très accessible. Donc c'est vrai que voilà, Zabiac. Et on trouve après ce genre d'hébergement qui sont des petits chalets en pleine montagne. Donc ça plaît vraiment aux petits comme aux grands. Mais c'est vrai que les petits ont l'impression de dormir dans des cabanes. Donc ça c'est assez chouette. C'est vraiment une zone qui est très adaptée à un séjour tranquille, découverte, petite balade, et on est vraiment en pleine nature, complètement isolé. Pour des ados, une famille un peu plus active qui va rechercher des choses type aventure, outdoor, adrénaline, on bascule un petit peu à l'est de Zabiac sur le canyon de la Tara, qui est à mi-chemin entre le parc national du Durmitor et le parc de Biogradska Gora. Donc c'est un des plus grands canyons au monde et qui donne des paysages vraiment type le paysage que vous voyez en photo là, très joli avec cette rivière de la Tara qui a une couleur émeraude qui est superbe. Et là-dessus, on peut proposer des randos rafting. Donc ça c'est vraiment top pour les enfants, c'est très sécurité, il y a des très bons guides, souvent anglophones. Sur le Monténégro, on trouve des guides francophones, mais pour les activités outdoor, c'est un petit peu plus dur, notamment pour le rafting. Donc c'est plutôt type anglophone. Les guides francophones, on va les avoir pour tout ce qui est randonnée. Là, il n'y a aucun souci. Donc l'activité rafting plaît vraiment aux ados, hein, et on peut proposer une demi-journée, une journée complète ou même 2 jours avec bivouac sur les bords de la rivière. Donc ça, c'est vraiment une activité qui va être un must dans le voyage et qui va être un grand souvenir pour toute la famille parce qu'on est tous embarqués sur le même bateau. On va faire du bivouac, on va préparer la nourriture ensemble le soir et puis on repart le lendemain pour une nouvelle aventure et on descend vraiment la rivière de la Tara. Et puis au-dessus de la rivière de la Tara, si on est moins attiré par l'eau, on peut faire ce genre de descente en zipline. Donc c'est vraiment le canyon de la Tara est vraiment un spot assez actif et où on peut proposer pas mal d'activités qui vont plaire à tous les ados parce qu'il y a aussi des randos à cheval, du canyoning, des choses comme ça. On va basculer sur sur le sud du pays, pardon, pour une expérience plus romantique. Donc là, on pourra proposer un séjour au bord de l'Adriatique pour découvrir, par exemple, la vieille ville de Staribar, qui est une ville assez historique, au milieu des oliviers, un petit peu dans l'arrière-pays. On peut proposer des randonnées, par exemple, vraiment de quelques heures, vraiment juste pour avoir une petite expérience un petit peu active dans le voyage et dans la lune de miel, notamment autour du mont Lovchen et du mausolée de Niégos, qui est un des points culminants du Monténégro, mais très accessible et qui donne un point de vue à 360 sur tout le pays. Et puis pour le séjour un peu romantique, sur les bords de l'Adriatique, on a des hôtels ou des types hôtels villas, type comme ça, où on va avoir 7 ou 8 chambres, par exemple. Ça, c'est vraiment un des meilleurs exemples pour une escapade et pour un séjour de 3-4 nuits pour une lune de miel, avec une belle chambre vue mer, une villa en pierre, une piscine, et on est très proche de l'eau. Donc ça, c'est un des hébergements top qu'on peut proposer pour une lune de miel. Ensuite, on va passer au couple un petit peu actif, par exemple. C'est vraiment pour vous donner des idées de ce qui est possible de faire sans rentrer dans les détails, parce que les détails, on peut les approfondir avec chaque profil de voyageur. Mais voilà, ça vous donne un petit peu un panorama sur tout le Monténégro de ce qui est possible de faire. Donc, pour les couples actifs, voilà, on a mis le symbole du vélo, mais c'est aussi un petit peu la randonnée, du canoë-kayak, des choses comme ça. On va axer sur le lac de Skadar. Le lac de Skadar se trouve à la frontière entre le Monténégro et l'Albanie. Là, on parle de lac, mais là, c'est un fjord en fait. C'est vraiment les méandres du lac. Le lac est le plus grand des Balkans. Il y a vraiment la partie lac qui ressemble à la mer, hein, parce que des fois on voit pas l'horizon, on voit vraiment de l'eau à perte de vue. Et puis il y a toute la partie aussi fjord, méandre où il y a pas mal de nature, de nénuphars et de choses comme ça. Donc là, ce qui est possible de faire pour un couple actif, c'est des balades en vélo le long du lac, des balades en bateau,
par exemple, on commence à 2 heures. Alors, il y a pas mal d'agences qui proposent 1 heure en groupe et tout. Nous, on propose pas du tout ça. On propose déjà à partir de 2 heures, toujours sur des bateaux en privé, des beaux bateaux en bois avec un guide francophone. Donc là, c'est vraiment une très belle expérience. Et le top, c'est d'aller jusqu'à 5-6 heures de navigation avec un déjeuner chez l'habitant. Donc là, on voit par exemple des photos du lac, vraiment avec en fait, il y a tellement de nénuphars sur ce lac que les bateaux créent des chenals en fait, on dit comme ça, des canals un petit peu, canal de navigation. Et c'est aussi l'une des plus grandes réserves d'oiseaux, donc on peut faire pas mal d'observations. Et en effet, donc c'est possible aussi de faire des randonnées en kayak, des locations, soit avec guide, soit vraiment on inclut une location de kayak et de canoë et pendant 2-3 heures, on va se balader. Donc, en effet, le lac est tellement grand qu'on peut faire beaucoup de kilomètres. Voilà. Bon, bah, Grégory, je vois que tu as expérimenté et tes bras aussi. Donc, c'est très bien. Mais en tout cas, c'est vraiment un des spots obligatoires à proposer à tout type de clients. Et pour des gens qui sont un petit peu actifs, il y a autre chose que seulement la navigation à faire. Et pour les hébergements autour du lac de Skadar, on a pas mal de éco-village un peu, donc qui sont sur les bords du lac ou dans les vignobles, parce qu'il y a des vignobles dans la région, et avec des petites villas comme ça. Donc comme celui-ci, petite villa, petite piscine, et donc là c'est bien de se poser 2-3 jours. Et l'avantage aussi, c'est que depuis cet endroit-là, on peut aussi aller visiter la côte, on peut aussi aller visiter les Bouches-de-Côte-d'Or. Donc ça fait un bon point de départ d'un séjour un petit peu actif. Et enfin, pour la dernière expérience et le dernier profil sur le Monténégro, profil type voyage luxe et d'exception, on va axer sur les Bouches de Kotor, donc qui sont un des spots les plus connus du Monténégro, mais qui sont vraiment en fait, c'est vraiment à l'extrême ouest du pays, très proche de Dubrovnik aussi. Et il y a vraiment plusieurs endroits dans les Bouches de Kotor qu'on peut proposer. Il y a Tivat, qui est assez touristique. Il y a la vieille ville de Kotor, évidemment. Et là, pour un séjour plutôt haut de gamme, on pourra rejoindre les Perastes, qui est un village très mignon, où il y a des beaux hôtels et en même temps, il y a par exemple des bâtiments en ruine, des bâtiments qui sont en pierre, encore délabrés. Donc en fait, ça reste très préservé et très authentique. Et on est en plein cœur des Bouches-de-Côte-d'Or, donc on peut aller naviguer sur le fjord, hein, parce on parle d'une baie, en anglais c'est vraiment la baie, en français on parle des Bouches-de-Côte-d'Or ou du fjord de Côte-d'Or, et en fait c'est un double fjord, donc ça fait vraiment une grande étendue d'eau au milieu des montagnes, et c'est de l'eau, c'est l'eau de l'Adriatique, hein, de toute façon, donc on peut se baigner un petit peu partout. Et on peut aussi aller naviguer, soit en petits groupes, soit en navigation privée avec un guide, ou alors aller faire du kayak ou des choses. Il y a beaucoup d'activités à faire, mais pour vraiment un séjour relax dans les Bouches-de-Côte-d'Or, Perras, c'est le top. Et on peut trouver des hébergements comme ça, avec une piscine vraiment débordante, vue sur le fjord, et puis c'est vraiment des hôtels type boutique de charme qui sont très agréables. Voilà, on a fait le tour du Monténégro. Très rapidement, on va passer sur la Croatie avec le même schéma. 5 expériences, 5 profils différents. On a délaissé un petit peu le nord de la Croatie, Zagreb, la capitale, et la Croatie continentale pour axer sur la côte, notamment la péninsule d'Istrie, où il y a le numéro 3 ici, qui se trouve proche de l'Italie, Zadar ici, l'Adriatique pour une expérience vraiment de navigation. Ensuite, ici, c'est le numéro 2, c'est Omis. Et là, on se trouve sur l'île de Miette au numéro 4. Donc, on va toutes les balayer une par une. Pour un voyage famille avec petits-enfants, on ne voit pas le pointeur. D'accord, ok. De toute façon, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous remontrer. Voilà. Le numéro 1, c'est là où c'est noté Zadar. Je vais juste prendre dans ce cas-là. Hop, je vais dessiner sur la carte. Voilà. Je pense que là, vous voyez. Le numéro 1, c'est Zadar.
c'est pour le voyage famille avec petits-enfants. Numéro 2, ici, on va basculer sur un voyage ado, profil actif, outdoor, activité, adrénaline, ce genre de choses. Le numéro 3, ça va être pour le séjour un petit peu romantique sur la péninsule de l'Istrie. Le numéro 4, ça va être pour le profil actif, rando sur l'île de Miette, qui se trouve proche de Dubrovnik. Et le numéro 5, en fait, on l'a placé là, mais il peut être ici et ici, puisque c'est toute la côte. C'est vraiment la navigation dans les îles, sur l'archipel et tout ça. Donc avec des enfants, avec des petits-enfants, ce qui est vraiment chouette à faire, c'est une activité qu'on a développée avec notre guide qui se trouve ici, Valentina. Voilà, elle est là. Elle est vraiment super avec les enfants. Et pour des enfants de 4-5 ans, des petits-enfants, même des enfants de 3 ans, ils peuvent s'amuser déjà. C'est la chasse au trésor autour d'Anzadar. On appelle ça une chasse au patrimoine. Donc ça va durer à peu près 2 heures. On propose ça le matin parce il fait moins chaud et les enfants sont plus actifs et tout ça. Et c'est un peu une chasse au trésor en autonomie. Donc Valentina accueille la famille, donne les indications, donne la carte, raconte des énigmes, des histoires et tout ça. Et après, c'est parti pour une course-poursuite un petit peu dans la ville avec la carte et les enfants vont trouver des indices, apprendre des choses sur Zadar. Zadar est une ville historique qui est vraiment chouette et voilà, ce type d'activité plaît vraiment. Après, pour des ados, on peut aussi l'adapter, mais c'est plus adapté à des enfants qui ont autour de moins de 10 ans et voilà, ils sont hyper actifs quand il y a ce genre d'activité et pour découvrir la ville, c'est un bon moyen. On peut adapter aussi cette chasse au trésor sur Split. Le top, c'est sur Zadar. Voilà, petit à petit, en nous laissant le temps, on essaiera de l'adapter sur un petit peu toutes les villes de la Croatie. Et évidemment, donc voilà, là on bascule sur une autre activité à faire avec des petits. C'est l'archipel des Cornati. Donc moi je me trouve justement, comme disait Thomas, dans ce coin-là. Donc pas évidemment sur ces îles pelées des Cornati, mais sur la côte à Pakostan, puisque on a justement on est en train d'expérimenter avec nos enfants nous les activités de voile que je vais vous montrer après. L'archipel des Cornati se trouve en fait au large de Zadar, sur toute la côte de Zadar à Šibenik, qui se trouve un peu plus au sud. Et donc, on peut proposer soit vraiment des navigations, soit en privé déjà, et puis sinon des navigations en petits groupes de 8 avec des speedboats. Voilà, ce genre de bateau qui va assez vite, mais où les enfants sont en sécurité et on peut à la fois découvrir, à la fois se baigner, on peut essayer de voir des dauphins aussi. Il y a des endroits où les plages et l'eau sont vraiment comme ça, hein. C'est un type vraiment paradisiaque, type lagon et avec de l'eau turquoise, donc c'est très agréable. Évidemment, l'eau l'été en Croatie et sur l'Adriatique est vraiment adaptée à. Faut vraiment être frileux pour pas y aller, mais elle est vraiment très bonne. Et donc ça, c'est le genre d'activité très sympa à faire à la journée ou sur 5-6 heures minimum, parce que ça prend un peu de temps d'aller dans les Cornati. Et puis pour par exemple quelque chose d'un petit peu différent, Cornati en gros c'est un petit peu le classique à faire depuis Zadar. Pour quelque chose de différent, on va relier, là on vous propose un séjour à Pakostane, donc là c'est là où je me trouve, et en fait on travaille avec un skipper français, un breton, qui est vraiment super, qui est très pédagogue avec les enfants. Justement, nos enfants sont en colonie avec lui pendant une semaine et ils font un stage de voile. Donc voilà, donc ça c'est pas forcément facile à vendre à des voyageurs qui viennent en Croatie pour faire un stage de voile, mais là justement on va essayer de proposer, c'est également possible de rejoindre Pakostane qui est un point entre Zadar et Šibenik qui est idéalement situé pour faire de la randonnée dans les parcs nationaux du coin, même pour aller sur Plitvice, pour aller sur le parc de la Krka ou pour aller sur le parc de Paklenica. Il y a des très belles randos à faire. Il y a des coins assez sympas à visiter. Et ce qui est possible, par exemple, de proposer, c'est que les enfants sont occupés par un stage de voile, 2, 3, 4, 5 jours, en fonction du rythme et de la possibilité de chacun. Et les adultes, eux, peuvent aller aussi visiter le coin. Donc, c'est des vacances assez top parce que les enfants sont occupés de leur côté avec d'autres enfants et puis on fait un stage de voile, on apprend des choses et puis en plus on navigue dans un décor incroyable parce que Pakostane en plus c'est un spot vraiment pour le vent qui est idéal. Et les adultes, eux, vont pouvoir aussi faire des activités un petit peu pour eux.
Donc ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est de rejoindre Pakostanais et de proposer une aventure en famille. Donc là, le skipper va partir en Zodiac pendant 2 jours avec une nuit dans les îles, dans un bivouac. Donc là, c'est type un peu Robinson Crusoe. On a un bivouac assez rustique sur des plateformes en bois avec la tente canadienne. Hein. C'est pas du tout glamping ou séjour de luxe, mais ça plaît vraiment parce qu'on va être actif vraiment du voyage. On va pas attendre que tout nous vienne. On va cuisiner ensemble le soir. On va pouvoir apprendre aussi sur les fonds marins. Le skipper peut faire déguster des crevettes aux enfants. On peut pêcher du poisson. Voilà, c'est un petit peu séjour actif et puis avec un bivouac quand même assez incroyable parce qu'on se trouve au milieu de nulle part dans ces îles des Cornati, loin de tout. Donc ça c'est top. Euh, voilà, pardon, j'ai un petit souci technique. Voilà, ça y est, c'est rétabli. Hop, voilà, pardon, je n'arrive plus à trouver la direction. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé. C'est bon. Désolé. Voilà voilà. Donc ça c'est pour le voyage avec des petits enfants. C'est très accessible. Les stages de voile par exemple, c'est possible avec des enfants qui ont 5 ans. En dessous c'est un peu juste, mais on pourra faire des balades en canot et kayak sur Pakostan. Il y a aucun souci ou dans les alentours de Zatar. Et avec des enfants à partir de 5 ans, ils peuvent déjà faire ce genre de stage d'optimiste ou de catamaran. Pour des enfants et des profils actifs ados, donc des familles avec des plus grands enfants, on va relier le point de Omis. Omis est la rivière Cetina, c'est au sud de Split, donc c'est le point numéro 2. Et donc là, on a une rivière qui est très belle, on peut la comparer à la rivière de la Tara au Monténégro, qui est au fin fond d'un canyon. Et on va pouvoir proposer justement, on a proposé un peu les mêmes activités que sur Monténégro, mais on a de la zipline au-dessus du canyon de la Cetina et du rafting. Donc là, des expériences un peu plus courtes d'une demi-journée, mais c'est l'arrière-pays en fait de la Riviera de Makarska qui se trouve entre Split et Dubrovnik. Et c'est un coin de montagne assez sympa, très nature, très vert. On n'y croise pas grand monde, donc il y a des belles activités à faire en famille. Pour une expérience plus romantique, on va rallier la péninsule de l'Istrie, qui se trouve très proche de l'Italie, et le coin de Rovinj. Rovinj, c'est cette ville vénitienne qui est sur un monticule, semblable à beaucoup de villes en Croatie sur le bord de la côte. Mais Rovinj a vraiment une âme très italienne. On y parle en fait en Istrie. On est bilingue en fait, croate et italien, pardon. Et donc il y a une âme vraiment très sympa, très romantique sur Rovinj. Et c'est vrai que voilà, en effet, Anne-Sophie, c'est préserver du tourisme de masse. Rovinj en juillet-août, il y a quand même du monde. Hein, voilà, il y a aussi des grands hôtels, il y a des appartements dans la vieille ville, il y a des petits hôtels de charme. Il y a aussi 4-5 grands hôtels qui sont dans les alentours. C'est vrai que par contre, le cœur de l'Istrie est complètement préservé. Donc là, je vais vous montrer le cœur de l'Istrie ensuite. Voilà. Dans le cœur de l'Istrie, on distingue l'Istrie verte et l'Istrie bleue. Donc l'Istrie bleue, c'est vraiment la côte où on a un petit peu plus de monde. Et dans l'Istrie verte, c'est tout l'intérieur de la région où on va trouver beaucoup de villages perchés, comme celui-là, comme Motovun, qui est un des classiques. Il y a aussi Groznian, qui est un très beau village. Après, il y en a une dizaine qu'on peut visiter, des très beaux, des tout petits où il reste quelques habitants, à ceux qui sont plus des villages type d'artistes avec des galeries d'art ou des choses comme ça. Ça, c'est à l'intérieur de l'Istrie, vraiment. Et ça, c'est très préservé, en effet. On va aussi trouver pas mal de vignobles. Donc là, je vais basculer sur la slide prochaine. C'est le paradis des gourmands, vraiment, l'Istrie, parce que c'est une région de production de la truffe, de l'huile d'olive, du vin, évidemment. Donc, à l'intérieur de l'Istrie, on peut goûter toutes ces spécialités. Et sur tout l'extérieur sur tous les bords de l'Istrie, que ce soit du côté est ou côté ouest, on a toutes les spécialités liées à la plutôt gastronomie méditerranéenne, avec tout ce qui est fruits de mer, calamars, thon. Et la gastronomie croate est vraiment très très bonne.
Donc, voilà, on peut proposer un séjour assez épicurien. Soit les clients, ils veulent, par exemple, être vraiment en bord de mer et aller visiter l'Istrie intérieure. Et dans ce cas-là, on leur propose un hôtel, par exemple, à Rovinj ou à Poreč, Novigrad, il y a plusieurs endroits. Soit ils veulent être dans un hôtel type boutique, plutôt au cœur des vignobles ou des choses comme ça. Et il y a aussi des choses très sympas. Et dans ce cas-là, ils peuvent aller visiter à la journée, par contre, les villes qui sont sur la côte et les cités type vénitienne. Donc voilà pour l'expérience type lune de miel. Pour un voyage actif, là, on prend la direction complètement sud du pays. On rejoint quasiment Dubrovnik sur l'île de Miette. M-L-J-E-T, ça se prononce Miette. Et c'est une île qui est recouverte à 50%, mais un peu plus, du parc national de Miette. C'est une île qu'on peut rejoindre soit en ferry, si on n'a pas de... Parce qu'en Croatie, en fait, soit on est avec son véhicule et dans ce cas-là, on prend un ferry, on embarque le véhicule dessus et puis on traverse, soit on est sur des ferries catamarans qui sont plus rapides en passagers et on n'a pas de véhicule. Donc cette île peut se rejoindre des deux manières, en tout cas, depuis différents points. Donc ça, pour ceux qui sont intéressés, je pourrais vous les détailler. Mais voilà, elle est très accessible en tout cas et elle se combine très bien dans un voyage qui va de Split à Dubrovnik. On peut inclure l'île de Miette au milieu. Et donc, elle est idéale pour un séjour actif parce elle est très naturelle. Elle est préservée vraiment du tourisme de masse parce qu'il y a un gros hôtel seulement qui se trouve près des lacs salés, au nord de l'île. Et il y a beaucoup de gens qui viennent juste pour une nuit visiter les lacs et en gros, ils repartent. Et nous, ce qu'on propose, c'est des randos plus longues, des randos de 2-3 jours, soit depuis un hôtel et on fait des randos à la journée, type en séjour en étoile, soit même sur 2-3 jours un petit peu itinérants avec portage des bagages ou ce genre de choses. Donc ça vaut vraiment le coup d'explorer l'île en rando de manière active. Voilà des images là c'est le monastère des bénédictins qui se trouve au milieu des lacs salés. Et puis là, on va trouver d'autres endroits de l'île. Par exemple en randonnée. Donc en fait en randonnée, il y a le trek vraiment de l'île de Miette qui fait 3 jours avec 2 nuits et on passe dans des endroits assez sympas. On est en forêt et puis dès qu'on arrive sur des petites crêtes, on voit toujours l'Adriatique. Le soir, on peut dormir dans les ports de pêche. Donc ça c'est chouette. Et enfin, pour une expérience type haut de gamme, pour un voyage plus d'exception, ce qu'on propose dans ce cas-là, c'est de la location de voilier avec ou sans skipper. Hein, ça fonctionne, ça dépend du profil des voyageurs, mais c'est souvent avec skipper. Faut savoir que la côte adriatique et toute la mer Adriatique est idéale pour une expérience, même une première expérience de croisière en voilier, parce qu'elle est très calme en fait. Étant donné qu'il y a beaucoup d'îles, ça fait un petit peu barrière, il y a peu de courant. Il y a plein de ports de mouillage un petit peu partout et du coup, on peut vraiment proposer une expérience assez calme, assez tranquille sur soit des beaux voiliers, soit des catamarans en fonction du budget. Pour ceux qui aiment vraiment la voile, il faut prendre des voiliers parce que l'expérience est plus sympa. Pour ceux pour une première expérience, qui veulent juste profiter de la mer et puis être vraiment tranquille et tout, les catamarans sont top. Donc là, on peut proposer, il n'y a pas forcément tout le long de la côte, il est possible de louer un catamaran. Donc on peut le faire depuis Zadar, Šibenik, Trogir, Split, Dubrovnik. On a des contacts avec des marinas un petit peu partout qui ont des contacts aussi avec des bons skippers. C'est souvent skipper anglophone aussi là. Et puis là, en fait, ce sont des croisières privées. Donc on n'a pas besoin de déterminer un itinéraire précis. On va plutôt parler d'une zone et le client va voir directement avec le skipper sur place ce qu'il a envie de faire. Est-ce qu'il a envie de beaucoup de navigation? Est-ce qu'il a envie de beaucoup se baigner? Est-ce qu'il a envie de visiter les îles en randonnée? Donc c'est vraiment très personnalisé en tout cas. Voilà, donc là on retourne sur les Cornati parce que c'est un des spots de croisière en voilier qui est idéal parce qu'il y a beaucoup d'îles en fait. Souvent les gens parlent des îles de Dalmatie qui sont Brač, Hvar, Miette et Korčula, de Split à Dubrovnik. En fait, on trouve ces îles de la Dalmatie et souvent on parle de celles-là. Nous, pour une expérience en voilier, on va plus parler d'un départ depuis Šibenik et de rejoindre tout cet archipel des Cornati
parce qu'on n'est pas en haute mer et on voit toujours des îles un petit peu partout et il y a plein de petites balades à faire et de villes à découvrir. Donc voilà, ce sont voilà, c'est vraiment. Je pense que de toute façon, quand on visite la Croatie, il faut essayer de au moins proposer une navigation, de voir la Croatie depuis la mer, soit une navigation à la journée, soit sur une croisière, voilà, plutôt haut de gamme, parce que la vision de la mer est très intéressante quand on se trouve en Croatie. Voilà pour la partie croate. On a balayé assez rapidement. On va enchaîner sur la Slovénie et ça sera terminé dans à peu près 5 minutes. Euh, donc voilà. Donc pour la Slovénie est un petit pays entre l'Italie, la Croatie et l'Autriche. On va retrouver toutes les Alpes juliennes sur le nord du pays, ici. Le littoral ici, à peu près 45 km, de côte adriatique aussi, avec le petit village de Pirane. Et donc c'est possible de faire un petit peu de plage et de finir par un séjour plus balnéaire aussi en Slovénie. Et ce qui est intéressant, c'est tout le parc national du Triglav qui se trouve dans ce rond-là. La capitale Ljubljana est ici, donc elle est idéale pour visiter la Slovénie en étoile. Donc la première expérience qu'on va voir, c'est pour un profil famille, petits-enfants, c'est dans la région de Postojna. Ensuite, pour un séjour actif avec des ados, on rejoindra la rivière de la Socha vers Bovec. Le plateau de Velika Planina pour une expérience romantique. Le parc national du Triglav, donc c'est le grand rond, voilà, pour un séjour actif. Et enfin, pour un séjour d'exception dans les vignes de la Goritska Berda, donc avec la frontière avec l'Italie. Donc voilà, donc ça c'est la région de Postojna qui est très connue pour ses grottes et notamment le château de Predjama. La grotte de Postojna se visite en petit train, donc c'est vraiment top pour des petits enfants. Et toutes ces grottes sont assez fantastiques. En fait, ce sont des mondes souterrains complètement hallucinants qu'on n'arrive pas à imaginer en fait. De toute façon, c'est pour avoir visité pas mal de grottes en Slovénie, on les a un petit peu toutes faites pour voir vraiment si ça vaut le coup, parce que c'est toujours difficile de proposer des grottes aux familles. Souvent, on nous dit bah non, moi j'ai pas envie forcément de visiter une grotte pour je suis en vacances, mais ce sont des mondes vraiment souterrains de dingue, et toutes les grottes sont un petit peu différentes. Donc la grotte de Postojna, c'est la plus connue. Elle est idéale parce que voilà, on la visite aussi en petit train, donc avec des enfants, c'est vraiment chouette avec des petits. Et le château de Predjama qu'on voit ensuite là est accroché à la falaise. Donc ça, voilà, ce sont deux activités très sympas à faire. Et puis on peut loger dans ce type d'hébergement, type agrotourisme, voilà, où on va toujours trouver des chevaux, des animaux. La Slovénie est très bien développée au niveau de l'agrotourisme, des fermes auberges et tout ça. Et nous, on les propose beaucoup à toutes les familles parce que ce sont souvent des séjours qui sont intéressants au niveau du prix, très abordable. Et en plus, c'est de très bonne qualité avec une bonne gastronomie. Et puis, sur place, il y a vraiment de l'espace pour les enfants aussi, pour un séjour tranquille. On va les faire proposer des petites balades en vélo ou des petites randos. Donc voilà, il y en a plein en Slovénie de ce genre d'hébergement. Il y a des choses qui sont plus type chalet alpin, il y a des choses qui ressemblent plus vraiment à des fermes, mais on est toujours très bien accueillis. Et voilà, donc pour les enfants, c'est assez chouette. Direction l'ouest de la Slovénie pour une expérience avec des ados. Donc cette belle rivière de la Socha, où on peut pratiquer beaucoup d'activités d'eau vive, canyoning, kayak. Le kayak est très accessible aussi. Souvent pour le kayak, on demande un certain niveau d'expérience, et là c'est possible avec des débutants sur cette rivière, avec des très bons guides. C'est très sécurité aussi, il y a aucun souci. Et cette rivière est vraiment toute la vallée de la Socha est formidable. En fait, on peut dormir dans le coin de Bovec, qui est une petite ville coincée entre le parc national du Triglav et la frontière de l'Italie. Et à partir de là, faire pas mal d'activités. Donc ça plaît beaucoup aux ados. Et puis évidemment, on peut faire du rafting sur cette rivière-là aussi. Donc c'est toujours des activités demi-journée, et on peut faire un petit peu un cocktail d'activités sympas. Et notamment, voilà, là on voit le rafting. Et puis on peut faire des activités, on peut faire de la marche le long de cette rivière. Et en fait, cette rivière forme pas mal de gorges et de bassins dans lesquels on peut se baigner aussi. Donc on peut y passer 2-3 jours sans souci, avec un max d'activités pour toute la famille. Pour une expérience romantique type lune de miel,
Et assez insolite, on vous propose en fait le plateau de Velika Planina, qui est un grand plateau d'alpage au nord de Ljubljana, par lequel on accède en fait en téléphérique. Et à partir de là, on va pouvoir proposer un hébergement dans ces soit assez rustique dans ce type de cabanes, qui sont des anciennes cabanes de berger, soit dans ce type de cabane, par exemple. Des chalets beaucoup plus confortables qui ont été reconstruits un peu en mode traditionnel, mais orienté tourisme évidemment, avec des jacuzzis, avec des très belles vues sur la montagne. Et là, on voit qu'on est complètement déconnecté du reste du monde. Il n'y a pas un bruit. On se lève le matin, voilà, et on croise personne et on profite de ce plateau pendant 2-3 jours. Il y a quelques restaurants aussi, donc ça c'est chouette. L'intérieur du chalet, j'ai pas de photos sur cette présentation, mais alors les chalets rustiques, c'est vraiment type refuge. C'est voilà, vraiment, il n'y a pas un énorme confort. Par contre, les chalets que là on voit sur cette slide à l'intérieur, c'est vraiment un hôtel type 3-4 étoiles. Hein. Très bon lit, très bonne literie. Pardon, j'ai encore ce. Voilà, c'est bon. J'ai un souci, voilà, souci technique, mais c'est revenu. Très bonne literie, il y a tout ce qu'il faut pour faire la cuisine. Voilà, c'est vraiment très bon confort en tout cas. Anne-Sophie, je pourrais vous envoyer des photos si vous voulez de l'intérieur de ces chalets. Donc on est vraiment. Alors ce qu'il faut prévoir, c'est on laisse son véhicule en bas de la vallée et on monte avec le téléphérique. Donc, il faut prévoir un petit sac pour 2-3 jours. On ne peut pas accéder avec la grande valise et avec le coffre plein, par exemple. Mais par contre, ça se fait très bien. Et donc, il y a quelques restaurants. On peut déjeuner, on peut prévoir les repas au chalet directement. Et là, on va proposer des petites randonnées, voilà, type voilà, ce genre de balade. Et alors, l'avantage, c'est qu'en fait, on est loin de tout, mais il y a ce côté traditionnel et découverte un peu de la vie traditionnelle des bergers en Slovénie. Et donc, il y a à la fois le côté montagne et à la fois le côté un petit peu station, mais pas station de ski, hein, c'est pas du tout ça, mais station, comment dire, avec des troupeaux de vaches, avec des bergers. Donc, c'est assez chouette en fait. Et on n'imagine pas forcément la Slovénie comme ça. Et puis, il y a vraiment de très belles randos. Donc ensuite, on va rejoindre le parc national du Triglav pour un couple actif. On va proposer de belles randonnées qui sont soit d'une demi-journée, soit d'une journée complète, soit sur plusieurs jours pour traverser. Soit on peut faire même le tour du parc national du Triglav et là ça prend quasiment une semaine. Mais déjà sur 2 jours une nuit, on peut proposer avec des nuits en refuge ou 3 jours, voilà. Et en passant d'un côté à l'autre de la vallée, on met la logistique en place pour récupérer les clients de l'autre côté et les ramener à leur point de départ. Et c'est des randonnées qui se font aussi très bien en liberté. Il n'y a pas forcément besoin de guide. Donc voilà, ce sont des paysages comme ça. Donc ce parc national est vraiment très intéressant pour la randonnée. Après, c'est de la randonnée assez, faut être en forme. Hein. C'est souvent entre 600 et 1000 mètres de dénivelé. C'est balisé, en effet, c'est balisé. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Hein. La Slovénie, c'est très bien développé au niveau des randos. Hein. Les Slovènes sont très actifs, ce sont des très bons montagnards. Donc, et donc, il y a ce sommet qui s'appelle le Triglav, et là qui est assez exigeant parce qu'il se trouve à peu près à 2800 mètres d'altitude. Et la fin est un petit peu technique. Donc là, c'est vraiment pour ceux qui veulent s'offrir une expérience avec un guide. On la propose pas en liberté. On la propose toujours avec un guide. On finit voilà avec il y a un peu de matériel technique pour assurer la fin, mais ça c'est vraiment le sommet du Triglav. Donc pour ceux qui sont intéressés, je peux vous donner des détails. Mais pour tout type de randonnée, par contre, c'est très accessible. Et là, j'ai un autre paysage. Voilà, là c'est le lac de Bohinj au fond de la vallée. Et on peut monter en fait. Donc là, c'est un autre coin du Triglav. On peut monter avec un téléphérique qui nous monte sur la station de Vogel. Et à partir de là, faire pas mal de randonnées, soit d'1 heure, soit 2 heures, soit jusqu'à 5-6 heures et redescendre sur le lac de Bohinj l'après-midi et se baigner. Donc ça, c'est un des coins du Triglav avec le lac de Bled qui est très connu. Et celui-là, le lac de Bohinj, est très naturel, vraiment très joli. Donc pour un voyage actif,
cette région-là est top. Et enfin, dernière expérience, pour un séjour d'exception, on propose les vallées viticoles de la Vipava et de la Goritska Berda. Donc, c'est des vallées où on peut trouver pas mal d'activités œnologiques. On a développé soit des dégustations dans des vignobles nature, biologiques ou ce genre de choses, soit on propose même le triathlon de la Vipava. Donc, le triathlon de la Vipava, c'est une petite randonnée le matin, un survol en parapente de la vallée avec donc en tandem évidemment avec un guide et à la fin une dégustation pour clore la journée de manière assez sympa. Et donc ça c'est le triathlon de la Vipava. Mais on peut proposer aussi des randos plus dégustation, randos en e-bike aussi plus dégustation. Et ces régions en fait ces régions viticoles sont vraiment très intéressantes parce qu'il y a pas mal de petits villages comme celui-là. Et c'est très joli, vraiment, c'est très authentique. Il y a pas mal de petits hôtels, de wine hôtels aussi, et d'hébergements aussi dans les forêts, comme celui-là, qui sont très proches de la nature. Donc, on peut proposer voilà, un séjour de 2-3 nuits dans cette région-là pour un séjour, que ce soit haut de gamme ou hôtel un peu plus standard, hein, mais il y a vraiment des très belles choses à faire pour ceux qui sont amateurs d'œnologie. Voilà, j'ai essayé de balayer les 3 pays assez le plus rapidement, mais en vous donnant pas mal de détails. J'en ai terminé pour la présentation. Donc, je vous remercie pour votre présence et votre enthousiasme. On va vous envoyer évidemment tous nos contacts et toutes les informations liées à notre agence dans un second temps. Et puis, on peut passer aux questions-réponses si vous avez des questions tout de suite ou plus tard, Thomas va publier vos questions. Je vais les lire et ensuite répondre à celles-ci s'il y en a. Alors, les locaux parlent-ils un peu anglais? Oui. Alors, voilà, je reprends le mode question-réponse. Voilà. Alors la Slovénie, la Croatie, tout le monde parle anglais. C'est impressionnant, hein. De toute façon, comment dire, la société est vraiment bercée par l'anglais et les gens parlent anglais depuis très petit en fait. Donc il n'y a aucun souci. Au Monténégro, on peut tomber sur des gens qui parlent moins anglais, mais dans tous les hôtels on parlera anglais. Les chauffeurs parlent en général aussi anglais, sinon on peut mettre aussi des guides. Donc il y a voilà, au niveau de l'anglais c'est sans souci. Au niveau du français, nous on a des guides dans les 3 pays qui parlent français. Mais c'est vrai que là, on va dans les hôtels, par exemple, le personnel n'est pas forcément francophone, mais voilà, on peut mettre des guides s'il y a besoin. Mais avec l'anglais, par contre, on se débrouille vraiment partout et les gens ont un très bon niveau d'anglais. Donc le Monténégro est-il toujours fermé aux Français actuellement et pour cet été? Donc c'est vrai que j'ai pas fait de point par rapport aux frontières. Je me l'étais noté et je suis passé à travers, donc je suis désolé. Donc pour le Monténégro, c'est toujours fermé actuellement aux Français ou aux Belges. Il y a eu un accord qui a été passé entre tous les pays de l'Union européenne et notamment les 14 pays en plus de l'Union européenne, dont le Monténégro, qui dit qu'à partir du 1er juillet, l'Union européenne accueillera les populations du Monténégro. Donc on pense vraiment qu'il y aura un principe qui va se faire dans les deux sens et que le Monténégro va être ouvert. À l'heure actuelle, on ne peut pas encore le certifier, mais d'ici 2-3 jours, on table vraiment sur l'ouverture du Monténégro pour cet été aux Français et aux Belges. La Croatie est complètement ouverte à tous les pays de l'Union européenne depuis déjà 15 jours. Et la Slovénie, par contre, a établi une liste verte, une liste orange et une liste rouge, en gros. La France est passée sur cette liste verte depuis le 19 juin. Donc, les Français peuvent voyager en Slovénie sans restriction. Hein. Quand je dis peuvent voyager, c'est sans quarantaine, sans restriction. Hein. Parce que sinon, de toute façon, ça sert à rien d'organiser un voyage
s'il y a ces restrictions. Donc la Slovénie est ouverte, pas encore par contre aux Belges. Pour les Français, c'est complètement ouvert. Pour les Belges, on attend encore, on espère que ça va s'ouvrir, mais les Slovènes sont très prudents et ils utilisent un ratio et en fait la Belgique n'est pas encore voilà dans ce ratio. Alors, quel est le coût de la vie au Monténégro et en Slovénie? Le Monténégro est un pays très accessible, donc on va trouver au niveau déjà les voyages qu'on propose, c'est dans les 3 pays qu'on propose, le voyage au Monténégro est celui qui est le moins onéreux, où on a des très bons rapports qualité-prix et où on peut s'offrir des hôtels 4 étoiles au prix des hôtels 3 étoiles en Croatie. Voilà, en gros. Donc c'est vraiment un pays très très intéressant au niveau prix et pour un voyage notamment famille ou un voyage en couple au Monténégro, les repas sont aussi très accessibles. Donc on n'a pas besoin voilà, on peut trouver des repas pour 10 euros un petit peu partout au Monténégro. Slovénie c'est un petit peu plus cher, mais en général la Slovénie et la Croatie de toute façon ont un niveau, un coût de la vie 30% inférieur à peu près à, à la France, pour donner une idée. Voilà. Mais après, ça va dépendre des prestations qu'on veut et des restos là où on va. Il y a vraiment de tout. Souvent en Croatie, par exemple, la Dalmatie est plus onéreuse que le reste du pays. En Slovénie, c'est le littoral qui est un peu plus onéreux que le reste du pays aussi. Alors, voilà, quelles sont les régions pour l'observation de la faune, particulièrement de l'ours en Slovénie? Donc, c'est la région de Postojna. C'est la première région que j'ai montrée en Slovénie, qui se trouve entre Ljubljana et Piran. Et là, on peut proposer des observations d'ours, donc soit en fin de journée, par exemple, dans une cabane perchée à 4 ou 5 mètres de haut, où on va rester de 18h à 22h, en fonction de, voilà, si on, et là, on peut proposer une observation avec un guide anglophone et on va attendre que l'ours vienne. Donc, de toute façon, c'est des observations qui sont très bien encadrées, que nous, on a testé les 3 types d'observations qu'on propose. Et donc, c'est très bien fait. Voilà, en Slovénie, l'observation est très bien faite. Donc, c'est dans ce coin-là, soit en fin de journée, soit carrément à partir de 14 heures. Et là, on passe tout l'après-midi dans un affût. Donc, c'est des cabanes qu'on peut, voilà, cabanes en dur, hein, situées sur le sol, en pleine forêt, où on peut voir aussi des ours. Et soit orienté vraiment type photographie, donc là on peut passer 5 à 6 heures dans la cabane, soit plutôt orienté type voyage, tourisme, des gens qui ont moins envie d'attendre pendant 5 à 6 heures dans une cabane, et on peut proposer des observations de 3-4 heures. Euh, pour les familles, juste par rapport à ça, on conseille en tout cas que ça soit à partir de 10 ans. Parce qu'en dessous, les enfants sont souvent pas assez patients pour attendre autant de temps. Il faut savoir qu'on est vraiment bloqué à la cabane, il faut pas trop parler, pas trop bouger, sinon on peut pas en voir. Mais par contre, nous, pour l'avoir fait, c'est assez incroyable de voir des ours en pleine nature, des familles d'ours, des mamans avec leurs petits, et on peut vraiment bien, bien les observer. Est-ce qu'on a des programmes type groupe ou incentive? On en développe, on en a accueilli aussi. Alors, on est plus spécialisé, nous, pour des voyages assez originaux qui peuvent être type incentive de 10 à 20 personnes. On n'est pas encore très très bien spécialisé, on peut pas être bon partout. On essaie d'être bon sur ce qu'on sait faire. Pour des voyages de 50 à 200 personnes, on a encore du travail à faire. On a des programmes par contre de groupes et incentives qui vont être très originaux, très sympas, sur des groupes de 10 à 30 personnes. Là, on peut proposer des choses très sympas. On peut envoyer des exemples, Florence, si tu es intéressé. Et que ce soit pour les 3 pays, hein. C'est vrai que les 3 pays sont bien adaptés au voyage type incentive avec des relations et des liaisons depuis la France en avion qui sont assez intéressantes. Euh, Question de Mélanie, pour chaque pays, quelle est la durée minimale pour avoir un bon aperçu de la destination? Alors, nous, on propose des voyages à partir de 8 jours. Moins, c'est vrai qu'on déconseille parce que déjà,
Quand on se déplace dans un pays, c'est bien d'y rester un petit moment. Si on prend l'avion, c'est bien d'y rester aussi un petit moment pour découvrir en profondeur et voilà, avoir une découverte un peu douce et complète du pays. Donc 8 jours, c'est le minimum. Voilà. Après, pour avoir un bon aperçu de la destination, sur le Monténégro et la Slovénie, en 15 jours, on fait des très bons tours. Et des tours où les gens vont pouvoir se poser vraiment longtemps à chaque étape, profiter des activités aussi, parce que c'est important de pouvoir et visiter le pays en véhicule et profiter des activités et vraiment vivre le pays d'une manière, de manière active. Pour la Croatie, de toute façon, même en 15 jours, c'est rapide parce que la Croatie est beaucoup plus grande, il y a beaucoup plus d'îles. Ben, il y a plein d'îles. Il y en a une dizaine qui sont. Bon, il y a 1000 îles en Croatie, mais il y en a une dizaine en gros qui sont très très intéressantes à visiter. On va souvent proposer 2 îles plus, ça nous fait courir. Donc, en 15 jours, de toute façon, souvent sur la Croatie, on va soit faire un petit peu le nord avec quelques îles, soit le sud. Nous, on propose un best-of vraiment de Croatie qui fait 15 jours. On n'aura pas l'aperçu total, on aura un aperçu rapide avec peu d'activités. Donc le mieux, voilà, sur la Croatie, il faut compter 8 jours vraiment pour une région, ou alors 15 jours pour une vision un peu plus globale, et puis sinon 3 semaines vraiment pour vraiment profiter de vacances très intéressantes en Croatie. Alors, Anne-Sophie, quels sont les plats typiques en Slovénie et au Monténégro? Alors, en Slovénie, ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut avoir en Croatie. On va avoir les deux côtés, soit les plats typiques du littoral, donc avec, alors le plat typique, c'est calamar grillé avec blitva. Ça s'appelle la blitva, c'est un mélange de épinards, blettes et pommes de terre. Voilà, et les calamars grillés sont super bons avec du bonne huile d'olive. Ça, c'est un plat typique littoral. Après, on va trouver tout ce qui est type goulash, très bien cuisé aussi, parce que ça soit en Slovénie ou en Croatie, et même au Monténégro, mais en Monténégro, c'est un petit peu plus basique. Slovénie, Croatie, la gastronomie est très bonne, il y a des très bons restaurants. En Slovénie, il y a le guide Michelin qui est sorti il n'y a pas très longtemps, où il y a 5 restaurants qui ont eu des étoiles. Il y a une très bonne gastronomie. Et ce qui est très intéressant, c'est que le terroir slovène est très bien préservé. Les Slovènes sont très respectueux de leur nature et de leur environnement. Et du coup, ils cuisinent vraiment avec les produits locaux. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher des choses incroyables. La gastronomie en général slovène est très bonne. Il y a beaucoup aussi de gonflage, très bonne charcuterie. Donc, c'est voilà un petit peu les plats typiques sur la Slovénie. Sur le Monténégro, sur tout le nord du Monténégro, ça va être plus basique, entre guillemets. C'est souvent des très bonnes patates au four qui sont assez incroyables et voilà, ça reste assez basique, mais c'est très très bon. Et de la viande grillée, tout type de viande grillée, c'est bon pour faire les barbecues et c'est mix grill en fait qu'on appelle ça. Et puis sur toute la côte adriatique, là on va retrouver toutes les spécialités autour des fruits de mer, autour des poissons. C'est vrai qu'il y a des bons poissons aussi. Donc voilà, un petit peu en fonction de là où on se trouve, on va avoir des plats différents. Alors, question d'Aurore, y a-t-il des saisonnalités tarifaires pour l'hébergement sur ces destinations? Alors, sur la Croatie et le Monténégro, il y a beaucoup de saisons différentes et on va vraiment différencier avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Il y aura des prix pour chaque mois avec évidemment des prix les plus élevés sur juillet, août, septembre. Souvent en septembre, c'est le mois des groupes, septembre-octobre. Donc on peut croiser pas mal de monde sur les spots touristiques qui sont Split, Dubrovnik, les Bouches-de-Kotor par exemple. Et puis juillet, août, ce sont plus des familles qui voyagent. Mais voilà, les prix sont les plus hauts sur juillet, août, septembre. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est de voyager soit en avril, mai, voire début juin, parce qu'en plus le climat est très bon et on peut déjà se baigner dans l'Adriatique, parce que la mer est vraiment très chaude, donc il y a aucun souci, ou carrément début octobre. Début octobre, c'est pas mal aussi.
Sur la Slovénie, ça va être plus marqué vraiment soit hiver, soit mi-saison, soit pleine saison. Et dans ce cas-là, les mois de toute façon les plus onéreux sont sur la période d'hiver au niveau du ski, parce qu'il y a une saisonnalité et il y a la destination est connue pour notamment sur certains spots pour le ski. Et puis ensuite, ça va être sur l'été, juillet-août, que ça va être le plus onéreux aussi. Après, de toute façon, des trois pays, en fonction du budget, le budget va être toujours quasiment, en fonction des prestations qu'on prend, mais le Monténégro sera toujours le moins onéreux. Ensuite viendra la Slovénie et la Croatie et un petit peu plus onéreux par rapport aux trois. Donc, si on a une famille qui a un budget un petit peu plus serré, et dans ce cas-là, il vaut mieux tabler sur un voyage au Monténégro et en Slovénie qu'en Croatie. Alors, question d'Anne-Sophie, peut-on loger chez l'habitant? Oui, on peut loger chez l'habitant. Donc, déjà, en Slovénie, il y a tout ce réseau de fermes-auberges, donc type agrotourisme, et donc on est chez l'habitant. On n'est pas chez l'habitant comme on est par exemple en Amérique latine, vraiment, parce que moi je travaillais au Chili avant, donc il y a des types chez l'habitant où c'est très rustique aussi, ou des choses comme ça. On est sur ce type vraiment de ferme auberge qui est classé en fait en Slovénie. Il y a classé en France, je crois que c'est les épis. En Slovénie, c'est les pommes. Et donc, nous, on propose souvent des hébergements 3-4 pommes qui sont les plus sympas, justement, les plus confortables. Mais on est en contact de toute façon avec la famille. On va manger dans la cuisine qui se trouve à côté de leur grande cuisine. On va pouvoir vraiment, vraiment échanger avec soit une partie de la famille. Et on voit qu'il y a une activité, en fait. On voit qu'il y a une activité agricole, soit autour vraiment des bêtes, de l'agriculture classique, soit autour du fromage, soit autour du miel. Voilà, donc on a cette relation avec. On peut même participer à certaines activités. Il y a certaines fermes avec qui on travaille où on peut proposer des activités avec la famille. Donc là, on est vraiment type chez l'habitant. En Croatie, il y a aussi quelques endroits. Il y en a moins parce nous, on les a moins référencés, mais on commence à en avoir pas mal aussi, type aussi agrotourisme, où on va pouvoir justement loger aussi chez l'habitant. Donc là, c'est sympa, notamment dans l'arrière-pays. En fait, si on veut être sur la côte, si on veut être dans les villes et tout ça, on ne trouvera jamais, c'est impossible et c'est évident. Mais dès qu'on est dans l'arrière-pays, il y a des choses sympas. Et sur le Monténégro, on en propose aussi. C'est plutôt, on est chez l'habitant, comment dire, c'est pas forcément là de l'agrotourisme, c'est plutôt des anciennes cabanes de bergers qui ont été restaurées et ça s'appelle des catounes. Donc c'est des maisons, des petites maisons, des petits chalets en bois pointus comme ça, très rustiques. Et ça va être plutôt un hébergement insolite dans les montagnes plutôt que vraiment chez l'habitant. Mais ça, c'est très sympa aussi à faire, soit pour un couple, pour une nuit, c'est assez chouette dans les montagnes, ou pour une famille. Voilà. Et Sophie, question, proposez-vous des séjours ski? Oui. Pose deux types de séjours. Sur la Croatie, pas du tout, parce que c'est pas développé et les montagnes croates sont pas assez hautes. Par contre, sur la Slovénie, il y a quand même pas mal de stations de ski autour de Ljubljana, notamment Karlovec ou Kranjska Gora. Bon, il y en a d'autres, mais celles-là sont très sympas et on peut proposer vraiment des séjours classiques ski. Voilà, ça peut se faire. Ce qui est très intéressant à faire parce que les stations de ski en Slovénie sont quand même petites. Donc, si on vient vraiment pour du gros ski ou pour, étant donné les Français qui connaissent par exemple les Alpes, s'ils arrivent dans les Alpes juliennes qui sont un peu plus petites avec des stations et des domaines moins grands, ils peuvent être déçus si on leur met 8 jours de ski par exemple. Donc, par contre, ce qui est sympa à faire, c'est de proposer d'autres activités, randonnée raquette, qu'on peut proposer, randonnée chien de traîneau, ce genre de choses, et de mixer entre découverte de la Slovénie et ce genre de ski. Ça, c'est chouette vraiment à faire. Sur le Monténégro, on peut proposer aussi, et là, c'est une autre aventure parce que on est complètement déconnecté. Il faut imaginer ces grands
parcs nationaux du nord du Monténégro recouverts de neige. Il y a des plaines à perte de vue recouvertes de neige. C'est beaucoup plus, ça peut ressembler à la Laponie où c'est des grands plateaux d'altitude parce que le Monténégro se trouve en moyenne à 800 ou 900 mètres d'altitude. Donc il y a vraiment des grands plateaux de montagne. Et donc là, il y a pas mal de neige. C'est assez extrême. On peut trouver des températures jusqu'à moins 15 degrés à peu près. Là, on peut proposer soit des randonnées motoneige qui sont vraiment chouettes dans le nord du Monténégro, soit des randos raquettes. Et il y a aussi 2 stations de ski, à Zabiac et à Colachine. Donc on peut faire un mix vraiment d'aventure au Monténégro l'hiver. Et c'est pour des familles qui sont avec par exemple, soit des groupes d'adultes, et là, ils vont en prendre plein les yeux parce que c'est vraiment le dépaysement total, soit des familles avec des ados, parce que c'est vrai que c'est plus type aventure. Voilà. Et il y a des très beaux chalets, des hôtels spa type 4 étoiles aussi, des piscines et tout ça, pour profiter du ski et de l'after-ski en mode relax. Et question d'Émilie, je crois. Émilie, où sont voilà, les meilleurs spots de plongée? Alors, les meilleurs spots de plongée, c'est sur la Croatie, évidemment. Et on a l'île de Vis, qui se trouve au large vraiment de Split. Il faut prendre un bateau. Il y a des connexions tous les jours, hein, il n'y a aucun souci. Il y a à peu près, je crois qu'il y en a pour 4 heures à peu près. Et donc, c'est une île où on travaille avec un club de plongée qui est très avancé et où il y a quelques hôtels aussi et pas mal d'apparts. Donc là, c'est un spot idéal pour faire une semaine de plongée. Et il y a aussi l'île de Murter, qui se trouve pas très loin de là où je suis, un petit peu plus au sud. Et là, pareil, on a un bon club de plongée aussi, où on peut faire soit des baptêmes. Moi, je suis pas spécialiste, hein, mais j'ai appris à parler un petit peu de plongée avec les voyageurs. Mais on peut faire des baptêmes, on peut faire des locations pour les plongeurs indépendants. On peut faire plusieurs plongées, un stage vraiment de plongée aussi progressive, avec une à deux plongées par jour, encadrées ou libres. Et là, c'est bon, chouette. Après, il faut savoir que la Croatie, c'est pas l'Égypte en matière de plongée. Les fonds sous-marins sont beaucoup moins colorés. Par contre, l'eau est d'une couleur vraiment transparente, donc il y a quand même des choses très intéressantes à voir. Il ne faut pas s'attendre à voir des poissons clowns et des poissons de toutes les couleurs. Mais il y a vraiment des belles plonges à faire pour aller voir soit des épaves aussi. Il y a pas mal de poissons quand même. Et les récifs sont quand même assez intéressants, et notamment autour, parce que la couleur de l'eau est complètement translucide et l'eau de l'Adriatique est vraiment top. Merci Émilie. Merci Émilie. Bah, j'espère que la présentation, donc est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y en a pas d'autres, s'il n'y en a pas d'autres, je vous remercie tous pour avoir suivi la présentation. J'espère que ça vous a donné envie de proposer ces 3 destinations qui sont assez proches de la France à vos clients. Et en tout cas, moi, je reste à votre disposition pour répondre à tout type de questions, vous envoyer des exemples, évidemment. Vous pouvez déjà aller voir sur notre site, hein, c'est www.terra-balca.com, et vous trouverez 8 collections de voyages pour justement différents types de profils. Et il y a pas mal d'exemples déjà. Mais évidemment, pour tout type de devis, vous me contactez. De toute façon, je vous renvoie un email soit cette semaine, soit la semaine prochaine, avec tous nos contacts et puis le replay également. Voilà, merci à tous. Moi, je reste connecté en attendant que ça s'éteint, mais je vous dis au revoir en attendant que si vous n'avez plus de questions. Merci à tous, merci Florian, et je vous souhaite à tous un bon appétit. Florian, bonnes vacances. Et puis on se retrouve jeudi. Il y a un autre webinaire sur le Sri Lanka pour ceux que ça intéresse. Voilà. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.